Bonjour à toutes et à tous. En général, Monsieur Deroux, président, quelque part, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur de vous souhaiter la bienvenue. Je me présente, je suis Monsieur Bolling, le directeur de ce bel établissement, directeur du centre de conférence Foch. Et j'ai également l'honneur d'être président de l'Union nationale du combattant du 7e arrondissement de Paris. Voilà. Je voulais simplement vous souhaiter, en ma qualité d'hôte, la bienvenue dans ce bel endroit chargé d'âme, très connu, où de très très hautes autorités viennent ici très régulièrement. Je voulais simplement, pour votre culture générale, vous donner quelques chiffres clés que peut-être vous ne connaissiez pas. Vous dire que l'école militaire, c'est un lieu très singulier. Et je vous en souhaite également la bienvenue au nom de son chef de pôle, le commissaire en chef Jérémy Gaucher. L'école militaire, c'est 300 000 visiteurs par an, bien que ce ne soit pas un établissement recevant du public. C'est 4 500 événementiels et c'est également 60 organismes et 2000 personnes qui y travaillent chaque jour et 1000 visiteurs par jour. Au sein de l'organisme que j'ai l'honneur donc de diriger, nous avons 6 amphithéâtres, au premier rang desquels cet amphithéâtre Foch, qui est géré un peu comme un mini-Olympia. On fait du spectacle institutionnel, si je puis dire, avec une régie télé, et on a également 5 autres amphithéâtres, et nous avons 16 salles. Les chiffres clés du centre de conférence, c'est une centaine de conférences par semaine pour les plus hautes autorités civiles et militaires de l'État. Voilà. Maintenant, ceci étant dit, je vais vous dire un mot rapide sur le déroulement de cette journée, qui a démarré avec un peu de retard. Je vous prie de nous en excuser. Le déroulé sera donc le suivant. Un certain nombre d'autorités, dont je ne fais pas partie, mais qui vont se succéder pour ouvrir officiellement ce colloque. Une fois que ceci aura été fait, nous aurons un premier cycle de conférences qui va se dérouler jusqu'à 11h15. À la fin de ce premier cycle de conférences, il y aura, nous prendrons entre 4 et 6 questions dans le public. D'accord ? Je vous demanderai de jouer le jeu, puisqu'on a une contrainte, on a une butée horaire qui est un impératif. Ce colloque va être clôturé de manière très belle et très symbolique par un ravivage de flammes sous l'Arc de Triomphe. Donc l'horaire étant 18h30, on ne pourra pas, voilà, on ne pourra pas rogner quoi que ce soit. Enfin, le temps ne sera pas extensible. Voilà. Donc, à 11h15, on arrêtera ce premier cycle. Ensuite, j'inviterai les autorités à avoir la gentillesse, ainsi que les drapeaux, à revenir ici, et on fera une photo souvenir, à l'issue de laquelle sera diffusé le film de Monsieur Delarbre, qui est dans la salle et que je salue, Dien Bien Phu, 1954, Le Sacrifice. Ce film va se dérouler de 11h15, 11h30 à peu près, jusqu'à 12h45, 13h. À l'issue, il y aura dans le créneau 13h, 14h, le repas. Pour le repas, je vous rappelle, vous êtes pour la plupart inscrits et vous avez payé un repas. Donc pour ceux qui ont payé un repas, vous irez prendre votre repas au niveau de la cantine. Hein, on vous jalonnera, on vous montrera le chemin. Pour les autres autorités, il y aura un deuxième groupe. Ça, vous partirez avec nous, on vous expliquera. Donc 13h, 14h, tout ça pour dire que vous aurez très peu de temps pour vous restaurer. Mais il faudra quand même, vous pouvez pousser un petit peu jusqu'à 14h30, mais dans le créneau 14-15h, vous avez vu à l'entrée de l'amphithéâtre Foch, nous avons nos camarades, nos partenaires ont mis en place un certain nombre de stands qui vont permettre voilà, de faire des dédicaces, de faire de la documentation, etc. Donc n'hésitez pas à aller les voir dans le créneau 14-15. En tout cas, à 15h, pile, comme à l'armée, on reprend le deuxième cycle de conférences. Deuxième cycle de conférences de 15h à 17h. Voilà. Je crois avoir à peu près tout dit. Non, c'est pas fini. 15h, 17h, pardon, tac, j'ai perdu mon fil. C'est pas grave. Bon, ensuite, il y aura de toute façon la clôture, bien évidemment, qui revient à notre président. Et puis ensuite, on fera mouvement pour se diriger gentiment, pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, donc à l'Arc de Triomphe. Voilà, je crois avoir à peu près tout dit. J'ai déjà été trop long. Et oui, pardon, simplement pour dire que c'est le lieutenant-colonel Michel Gauvin qui est ici, qui sera le modérateur. Donc c'est notre monsieur Loyal pour la partie conférence. Et je vais donc maintenant céder très respectueusement la parole à monsieur André Racoteau, directeur de l'ONAC-VG de Paris.
Je vous remercie. Mon commandant, cher Jean Bolling, je vous remercie très sincèrement pour vos propos d'introduction et la description détaillée de ce que sera la journée. Très important, nous sommes quand même dans une enceinte militaire. Et pour ma part, alors je ne sais pas si Monsieur le ministre Gérard Longuet est arrivé, mais je voulais le saluer si c'est le cas. Et aussi me permettre de saluer les élus présents, mon général Bruno Darry, mon général Philippe Schmitt, Monsieur le président de l'UNC Paris, cher Philippe Boulan, Monsieur le vice-président de l'UNC Paris, qui va être très actif aujourd'hui, je crois, Monsieur le colonel Michel Gauvin, Monsieur le délégué général du Souvenirs français de Paris, Serge Mussetti, et le président du comité du 11e du Souvenirs français, Thierry Batman, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, chers amis, en vos grades et qualités. Alors évidemment, on revient un peu sur les lieux du crime un an plus tard, puisqu'on a vu droit l'année dernière avec l'UNC, le Souvenirs français et d'autres partenaires à une très belle journée sur la guerre d'Indochine. Et cette poursuite des activités scientifiques sur la guerre d'Indochine par ce colloque sur Dien Bien Phu 54, c'était une étape importante. Et personnellement, je suis extrêmement honoré de pouvoir vous dire quelques mots à cette occasion. La guerre d'Indochine figure parmi les plus mal connus des conflits contemporains. Et pourtant, c'est une guerre qui a durablement marqué l'histoire de notre pays et de nos armées. Les plus de 100 000 soldats métropolitains, coloniaux, autochtones qui firent le sacrifice de leur vie en combattant sous les couleurs de la France et de l'État vietnamien, parce qu'on l'oublie souvent, mais c'est dans le cadre de l'Union française et c'est pas anodin de le dire. La France était aussi dans un combat au profit du Vietnam, et ça c'est essentiel. Cette guerre, dans laquelle ces 100 000 soldats sont morts en combattant durement le Viet Minh de 1946 à 1954, est donc lointaine, oubliée, mal comprise, souvent mal commémorée, d'où l'importance de cette journée aujourd'hui qui contribue pierre par pierre à construire l'édifice de mémoire commune de la guerre d'Indochine. Et plus particulièrement aujourd'hui, la bataille de Dien Bien Phu, qui est le symbole de la défaite française, qui a laissé un souvenir amer dans la mémoire collective, et pourtant qui est aussi une formidable histoire, une histoire de courage, de camaraderie, d'âpreté au combat, d'esprit de sacrifice, qui honore les armes de la France. C'est pourquoi cette initiative, aujourd'hui, de l'UNC de Paris et du Souvenir français d'organiser cette manifestation, doit être saluée, et c'est pourquoi elle est aussi soutenue par le NACVG de Paris. J'en profite d'ailleurs pour saluer la présence de Nicolas Morin, qui est un membre de mon équipe au pôle mémoriel parisien, qui est très actif à titre personnel sur la guerre d'Indochine, donc c'est un peu un relais de ce que vous faites au sein de l'Office, mais surtout c'est aussi quelqu'un qui participe avec une association qui s'appelle Sentinelle d'Empire à l'histoire vivante. En fait, aujourd'hui, ils vont vous présenter, que des membres de l'association, une prestation d'histoire vivante en tenue d'époque. C'est une forme de médiation sur le thème du soldat de Dien Bien Phu. Et je vous invite au cours de la journée à aller à leur rencontre et à discuter avec eux des tenues qu'ils portent et des matériels qu'ils présenteront. La mémoire par l'objet et par l'histoire vivante constitue, à mon sens, un vecteur essentiel de la transmission, notamment vers les plus jeunes générations. Je l'ai vécu dans d'autres circonstances dans des pays étrangers, notamment anglo-saxons, où ça fait partie de l'expression de la mémoire et ça marche très très bien. Donc j'encourage ce type d'activité et je remercie du coup Nicolas et Sentinelle d'Empire pour leur présence. Et je crois que j'arrive à la fin de mon propos, j'ai tenu à l'avoir assez court pour ne pas être un obstacle à la suite. En tout cas, je vous souhaite à tous une belle journée sur Dien Bien Phu, un bel hommage à nos anciens et avant toute chose, puisque c'est aussi un hommage, le souvenir de nos anciens qui doit nous habiter tout autour de la journée d'aujourd'hui et qui, je sais, est au fond des préoccupations de tous. Nous sommes à un moment important puisque à l'ONAC, nous savons que les générations ne durent pas. La transition se fait aujourd'hui, les anciens d'Indochine sont de moins en moins nombreux. On a la chance d'en avoir quelques-uns à Paris. C'est aussi à eux que je pense en clôture en mon propos. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je ne paraphraserai pas M. Rakoto, beaucoup de choses ont été dites. Toutefois, je voulais faire une petite intervention concernant... C'est mieux comme ça ? Voilà. Concernant ce colloque que nous ouvrons aujourd'hui. Lorsque nous avons fait le colloque l'année dernière sur l'Indochine, nous avons été surpris
et du nombre de participants et de l'intérêt qu'ont manifesté les participants. Plusieurs d'entre eux nous ont demandé s'il était possible de faire, entre guillemets, une suite. Il s'avère que l'année 2024, nous célébrions les 70 ans des combats de Dien Bien Phu. C'était donc une opportunité de faire un colloque spécifiquement axé sur Dien Bien Phu. C'était un véritable défi parce que je pense que vous le savez tous, cette année coïncidait aussi avec les commémorations des 2 débarquements, la libération de plusieurs villes de France, dont Paris. Toutefois, le pari a été réussi puisque vous êtes tous là et je vous en remercie. Je voudrais ajouter encore un petit point. Lorsque j'ai reçu un certain nombre de courriers de personnes qui me demandaient de les inscrire à ce colloque, quelque chose m'a surpris puis beaucoup ému. Beaucoup de personnes parlaient de leur père, de leur grand-père, de leur oncle, d'un membre de leur famille qui avait été en Indochine. C'était très surprenant parce que ces personnes ne citaient pas forcément l'unité, le lieu, les combats, mais c'était en Indochine. Il y avait une dimension affective dans leurs propos. Et pourtant, cette terre d'Indochine, pour beaucoup de ces personnes, leur a collé au brodequin, leur a collé au pantalon, à la veste, à l'uniforme, à la peau, mais elle leur a surtout collé au cœur. Beaucoup d'entre eux sont décédés sur place. Ils reposent encore, pour un certain nombre d'entre eux, dans des rizières, dans des forêts, dans les calcaires de Coxa, un petit peu partout dans cette terre d'Indochine qu'ils ont aimée et où ils y ont laissé leur vie. Alors, en leur nom, je vous remercie d'être présents. C'est une façon de leur rendre hommage. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite un bon colloque. Mesdames, Messieurs, les représentants des institutions, représentants de la délégation de Paris du Souvenir français, de l'UNC, je vous remercie pour votre présence et je laisse la place à mon ami Philippe Boulan de l'UNC qui va prendre la suite. Monsieur le ministre, qui devrait nous rejoindre, Madame la conseillère de Paris, Madame l'adjointe au maire du 11e arrondissement, mon général Dary, Monsieur le directeur de l'ONAC VG de Paris, André Rakoto, Monsieur le président national de l'UNC, qui va nous rejoindre dans l'après-midi, Monsieur le président départemental, Monsieur le délégué général du Souvenir français de Paris, Messieurs les officiers en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, amis porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs, au nom de la Fédération de Paris, de l'Union nationale des combattants que j'ai l'honneur de présider, je tiens à remercier chaleureusement l'école militaire d'avoir bien voulu accueillir dans le magnifique amphithéâtre Foch ce colloque consacré à la guerre d'Indochine autour de la bataille de Dien Bien Phu. J'aurai un mot plus personnel pour Jean Belling, qui s'est dépensé sans compter pour nous faciliter la tâche dans l'organisation de cet événement. Merci au directeur qu'il est, mais aussi au président de l'UNC 7e. Tout d'abord, je rappellerai en quelques mots ce qu'est l'UNC. Elle a été fondée en 1918, pendant la Grande Guerre, par le bienheureux père Daniel Brottier, spiritain, aumônier volontaire sur le front, avec le soutien de Georges Clémenceau. Au fil du temps, l'UNC a rassemblé les combattants des 4 générations du feu, des 2 guerres mondiales, de Corée, d'Indochine et d'Algérie, et plus récemment, celles et ceux des opérations extérieures, les OPEX, mais aussi des opérations intérieures, les OPINT. Elle accueille également tous ceux qui ont effectué leur service national en temps de paix. Ce sont les soldats de France, les gendarmes, mais aussi les gendarmes, les pompiers, et celles et ceux qui partagent nos valeurs, le patriotisme, le civisme et la solidarité. Nous sommes aussi très engagés dans la transmission de la mémoire auprès des jeunes générations que nous accueillons aussi au sein de l'association. Ce sont les cadets de l'UNC. Il y en a quelques-uns parmi nous, je le sais. Levez-vous, levez la main, qu'on vous voit. Ils sont 2, là, aujourd'hui. 3 pour représenter le groupe des cadets de l'UNC. Je vous propose qu'on les applaudisse aussi. Ce colloque est le fruit
d'une coopération exemplaire entre l'UNC de Paris et le Souvenir français de Paris, après celui organisé ensemble déjà en 2023 à la mairie du 11e, également sur le thème de la guerre d'Indochine, comme l'a rappelé mon ami Thierry Batman. Je tiens à remercier chaleureusement, mesdames et messieurs les intervenants et témoins, d'être présents aujourd'hui pour nous aider à faire revivre cette page d'histoire de la France, dont il est de notre devoir de perpétuer la mémoire. Un merci particulier à Philippe Delarbre pour avoir accepté de nous présenter le film qu'il a réalisé et que nous verrons tout à l'heure. Merci aux amis de l'UNC et du Souvenir français pour leur aide tout au long de l'organisation de l'événement. Merci enfin à vous toutes et à vous tous pour votre présence ce matin. À l'occasion du 70e anniversaire de la bataille de Dien Bien Phu, nous avons tenu, par ce colloque, à rendre hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour la patrie sur cette terre lointaine, mais qui était la France. Je vous remercie. Maintenant, j'aimerais appeler M. Serge Mussetti, qui est le délégué général du Souvenir français de Paris. M. Serge Mussetti a un très long parcours dans l'administration. Il a été à plusieurs reprises ambassadeur. Il a exercé différentes missions. Il nous fait l'honneur de sa présence parmi nous et je vais le laisser intervenir. Merci. Merci beaucoup, cher Thierry Batman. Messieurs les présidents, mon général, sans vouloir manquer de respect à quiconque, je simplifierai les adresses en m'adressant à vous en vos titres, grades et qualités. Je vous remercie d'avoir bien voulu associer la délégation générale du Souvenir français de Paris à ce colloque, et c'est bien volontiers que je réponds à l'invitation des organisateurs de m'adresser à vous. Je mesure en connaisseur la masse de travail qu'une telle opération représente et les félicite d'autant plus pour cette initiative visant à faire progresser et à approfondir la connaissance d'un épisode tragique de notre histoire. Car la connaissance objective et scientifique des faits ne peut que grandir encore davantage leurs héroïques acteurs. Elle nous permet de mieux percevoir leur admirable courage, la noblesse de leur sacrifice, leur sens de l'honneur, leur patriotique attachement à nos couleurs, devant lesquelles nous nous inclinons avec un infini respect. Nous sommes là au cœur même de l'action du Souvenir français, qui considère que notre histoire est le produit des histoires de tous ceux qui l'ont faite. Afin de ne pas risquer d'afficher ma méconnaissance du sujet d'aujourd'hui, j'ai voulu me plonger dans le récit de la bataille de Dien Bien Phu. Mais voilà que j'ai été bientôt rattrapé par ce que Marcel Proust appelle la mémoire involontaire. Et m'est ainsi apparue une succession d'images associées à la bataille que je préfère vous livrer plutôt que de me lancer dans des approximatifs développements techniques. Il y a maintenant une quarantaine d'années, par l'intermédiaire de mon épouse, qui travaillait avec elle, j'ai fait la connaissance de Madame Geneviève de Galard. Elle était alors conseillère du 17e arrondissement, mais elle n'était connue à ce titre que sous son nom d'épouse, Geneviève de Holm. Et j'avoue qu'il était bien difficile d'imaginer que cette élégante et frêle silhouette avait porté l'uniforme et, avec ses évassames, avait agi héroïquement sur le champ de bataille. Mais à la voir, on comprenait immédiatement que cette douceur apparente, illuminée par un sourire discret, avait pu lui valoir le surnom d'ange de Dien Bien Phu. Bien des années plus tard, alors que j'étais consul général de France à Rabat, arrive un jour dans mon bureau une étudiante française venue au Maroc pour y faire des recherches sur une thèse de doctorat qu'elle consacrait à l'Indochine et plus particulièrement aux soldats marocains de l'armée française, déserteurs ou prisonniers que les Vietnamiens avaient persuadés de se convertir au communisme, au nom de la fraternité des peuples opprimés par la colonisation. C'était pour moi une découverte. Certains avaient fait souche au Vietnam et y étaient restés, d'autres avaient voulu rentrer au Maroc avec la famille qu'ils y avaient fondée. Sa Majesté le roi Hassan II leur avait longtemps refusé, en grande partie à cause de l'idéologie qu'ils étaient supposés véhiculer, de ce retour à la mère patrie.
Mais au début des années 70, il changea d'avis, il leva son refus, à condition toutefois que ces Marocains vivent dans des villages retirés de l'Atlas. J'en ai rencontré certains. Ils avaient uni deux civilisations et leurs enfants avaient les yeux bridés de leur mère et le teint mat de leur père. Plus tard, à Bruxelles, Cameron était célébré avec dévotion par des anciens légionnaires belges et par leur chef de file, un vétéran de la bataille de Dien Bien Phu, mon ami Jean Dens. Il approche aujourd'hui de ses 100 ans. Et comme nombre de vétérans de la Légion étrangère, il était assez discret sur les souffrances qu'il avait endurées. Mais on sentait sous l'apparence débonnaire d'un homme chargé d'ans une force, une énergie et un sens du devoir inébranlables. Je n'ai jamais perçu aucune expression d'émotion sur son visage, sauf une fois. C'est facile à dater, c'était le 18 juin 2010. Alors que nous nous préparions à célébrer l'appel du général de Gaulle, nous avions appris la mort du général Bijard. Jean Dens, qui l'avait bien connu et qui avait pour lui une admiration et une affection sans bornes, avait tenu à lui rendre hommage. Et au cours de la cérémonie, ce que j'avais évidemment accepté. Plus récemment encore, et là encore, vous verrez combien la mémoire involontaire et les circonstances sont curieuses, j'étais consul général à Casablanca et j'étais étonné que mon chauffeur portait un nom à consonance particulière. Il s'appelait, ou il s'appelle toujours, Mohamed Sonté, ce qui n'est pas un nom à consonance d'Afrique du Nord. Je l'ai interrogé, il me disait tout simplement qu'il avait adopté le nom de Sonté parce que son père était ancien combattant d'Indochine et que Sonté est le nom d'un petit village près d'Hanoï auquel il avait quelques souvenirs. Avouez, mesdames et messieurs, que la mémoire involontaire est celle bien des mystères. Et j'en étais là lorsque lundi soir, à la veillée et au ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe, à l'occasion de la célébration de l'armistice, un autre fait se produisit. Le général Christophe de Saint-Chamas, gouverneur des Invalides, debout sur la liste protocolaire devant la dalle sacrée, prit la parole. Il souligna le caractère tout à fait exceptionnel de son intervention pour annoncer la mort, le matin même, d'un pensionnaire de l'Institution nationale des Invalides. À l'issue d'un séjour d'une quinzaine d'années, le sergent André Tassin s'était tout simplement éteint le 11 novembre. Je l'avais aperçu quelquefois tassé sur son fauteuil roulant à quelques manifestations et cérémonies sur l'Arc de Triomphe. Mais personne ne pouvait se douter que le voyant si affaibli, il avait combattu en Indochine, il avait été grièvement blessé et il avait été amputé d'une jambe. Le général de Saint-Chamas le confia à notre mémoire et, avec votre permission, je vous invite, en son honneur et en l'honneur de tous les combattants d'Indochine, d'observer une minute de silence. Merci beaucoup. Je crois que de là où il est, le sergent André Tassin aura été sensible à cet hommage. Me voilà au terme de mon intervention. J'ai finalement planté le décor avec tous ces éléments. Les EVASAN, la logistique militaire, les secours, la guerre psychologique, la propagande politique, la structure de notre armée composite, les influences de la colonisation et les vétérans et tous ceux qui ont combattu avec héroïsme et courage. Je m'en tiens là de mon intervention en vous félicitant encore, en remerciant tous les intervenants et en vous remerciant également de votre participation. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à Serge de Klebnikov, puis à Didier Béoutis pour 2 interventions.
Bonjour à tous, messieurs les officiers généraux, messieurs les présidents d'associations, amis, chers camarades d'armes. Je suis le colonel de Klebnikov, président de l'ASAF, mais je viens vous parler d'une initiative qui est née il y a 1 an, dans le colloque dont a fait rapidement état Thierry Batman, mais qui se passait dans une salle presque obscure de la mairie du 11e arrondissement. C'était le premier des colloques sur l'Indochine. J'y étais et j'en suis sorti interloqué. La richesse des propos échangés, la valeur des témoignages, l'importance de parler de l'Indochine en 2024, entre les JO, le débarquement, les autres cérémonies, m'ont fait penser que c'était dommage, pour ne pas dire honteux, que ce groupe de militants de la cause et des valeurs d'Indochine se retrouve dans une petite salle d'une mairie d'arrondissement, même si c'est un arrondissement privilégié, avec à sa tête des gens de l'UNC et du Souvenir français, qui sont ici les organisateurs. Et donc l'idée m'est venue de voir si nous pouvions rassembler un certain nombre d'associations patriotiques autour d'un projet très simple, qui était celui de porter un peu plus haut, un peu plus fort, la voix de cette Indochine, de Dien Bien Phu et de la fin de l'Indochine française au cours de l'année 2024. Eh bien, le 23 janvier de cette année, à la ZAF, se sont réunies 9 associations patriotiques importantes qui toutes avaient une raison et une légitimité pour parler et faire vivre le souvenir de cette Indochine. Et nous avons créé l'Alliance Indochine, qui n'est pas une nouvelle association, mais qui est un groupe de projets de gens qui avaient décidé de porter la voix, et en particulier les moyens de communication de leurs associations pour qu'on fasse honneur à cette année de souvenirs et que l'on puisse surtout porter au grand public des voix qui étaient, je pensais, beaucoup trop pardon, je suis en train de respirer, des voix qui étaient insuffisamment fortes pour que l'on puisse mobiliser. Alors, se sont réunis le 23 janvier, eh bien, dans l'ordre alphabétique, l'Association nationale des officiers de carrière, l'ANAPI, qu'on connaît bien ici, le Comité France-Indochine, la FNAM, la Fondation Maréchal de l'Ade de Tassigny, le Souvenir français, l'UNC, l'UNOR. Vous voyez qu'en une après-midi, nous avons fait venir les présidents de ces associations et ensemble, nous avons dit que nous allions faire une chose, partager les initiatives que chacun allait prendre dans son association pour faire connaître d'abord au monde associatif, mais aussi au grand public, les cérémonies, les initiatives qui sont... Eh bien, nous avons en 8 mois contribué simplement à ce que ces commémorations, trop souvent, à mon avis, organisées de manière anonyme, puissent être portés. Et le résultat d'aujourd'hui, ce n'est pas le résultat de l'Alliance, mais c'est le résultat des efforts de ceux que vous avez déjà remerciés. Vous voyez que de l'arrondissement du 11e et de sa salle, on est venu à l'Amphifoch de l'école militaire. Ça, c'est exactement ce qu'il faut retenir, et je vais le faire en clôturant mes propos. Remercier l'UNC, le Souvenir français, Thierry et Philippe, parce que justement, en 1 an, ils ont porté le projet, le souvenir de la salle de la mairie du 11e à l'Amphifoch de l'école militaire. Je voudrais déjà leur dire qu'ils avaient compris et partagé l'inquiétude qui était un peu la mienne. Ce que je voulais simplement vous dire ici, c'est que nous avons sur une initiative comme celle-là un exemple qui doit être un modèle. Ce monde associatif qui est quand même, qu'on le veuille ou pas, extrêmement parcellaire, a souvent des objectifs communs mais inconnus ou réservés à leurs propres adhérents. Il faut que sur des grands, surtout aujourd'hui, où nous parlons de valeurs, nous parlons d'un colloque sur les valeurs, il faut absolument que nous nous organisions pour pouvoir les partager, au minimum au sein du monde associatif et si possible avec la société civile. Ce colloque en est la parfaite illustration. Je suis un homme heureux 1 an après parce que vous êtes ici encore plus nombreux qu'au 11e arrondissement et j'espère que ce projet qui est un projet tout à fait personnel et qui regroupe qu'une dizaine d'associations pourra donner l'exemple que pour une nouvelle commémoration ou pour un nouvel événement, on saura multiplier les moyens, les efforts et les bonnes volontés. Je vous remercie les uns et les autres d'être venus ici et je suis encore une fois sûr du succès de cette journée. Merci. Alésia, Azincourt, Waterloo, Cameron, Dien Bien Phu, des noms de défaites françaises à 3 syllabes
alors que visiblement nos troupes s'avèrent victorieuses dans les batailles à 2 syllabes, Tolbiac, Marne, Verdun. Certes, il y eut quand même Marignan et Austerlitz. 70 ans après les faits, Dien Bien Phu est encore bien connu du grand public, mais mal dans ses détails. On a trop tendance à considérer ces batailles qui s'étalèrent de mars à mai 1954 comme des stratégies hasardeuses, des combats mal menés, terminés de façon catastrophique. Pourtant, la bataille de Dien Bien Phu n'était pas perdue d'avance. Lorsque, dans le cadre de l'opération Castor, en novembre 1953, le général Henri Navarre, commandant en chef des forces françaises en Indochine, chargé de trouver une sortie honorable à la guerre, s'empare de la vallée de Dien Bien Phu et qu'il décide de l'utiliser, son projet reçoit l'accord des autorités militaires et politiques et aussi de l'allié américain. Navarre considère que les moyens à sa disposition ne lui permettent que d'envisager des batailles défensives visant à épuiser l'armée ennemie. Cette vallée, on ne dira que plus tard cuvette, entourée de points stratégiques à qui ont été donnés pour entretenir le moral des soldats des prénoms féminins, Huguette, Dominique, Béatrice, Gabrielle, présente tout de même l'avantage de couper le Viet Minh du Laos. Mais l'armée Viet Minh, supérieure en hommes et en matériel, du matériel chinois, du matériel russe, avec des soldats galvanisés, n'ayant pas peur de risquer la mort. Souvenez-vous que Dien Bien Phu, c'est 8000 tués côté Viet Minh, 2300 côté français. Cette armée prend vite le dessus, comme il sera expliqué tout au long de la journée, entraînant la capitulation de 12 000 hommes qui feront de très nombreux prisonniers traités, comme on l'a su, de façon très inhumaine. L'Union nationale des combattants de Paris, en liaison avec le Souvenir français de Paris, a tenu à organiser pour ce 70e anniversaire de la fin de cette guerre de 7 ans, 2 colloques, comme il a été rappelé, l'un en décembre dernier, sur la guerre dans son entièreté, et l'autre ce jour, aujourd'hui, sur la bataille finale. Nos soldats, je me plais à le rappeler, n'ont pas failli en Indochine. Ils se sont vaillamment battus. Rappelons pour les plus glorieux les noms de Delattre, de Bijard, de Denoy de Saint-Marc, et aussi du sous-officier Roger Vandenberg, le Tigre Noir, mort en 1952, donc qui n'était pas à Dien Bien Phu. Delattre disait « Qu'on me donne 100 Vandenberg et nous vaincrons le Viet Minh ». Et puis également l'infirmière au grand cœur, dont le nom a été rappelé, Geneviève de Galard. La France a été vaincue, certes militairement, mais il faut bien le dire, par une certaine indifférence des autorités politiques françaises qui s'appuyaient sur une opinion nationale peu intéressée et pour une partie franchement hostile au nom d'un prétendu vent de l'histoire. La défaite de Dien Bien Phu n'était pas irrémédiable, mais elle a fait apparaître à tous que la France ne pouvait pas gagner une guerre qu'elle livrait à des milliers de kilomètres contre un peuple décidé à recouvrer son indépendance et surtout puissamment aidé par ses voisins. Quel était le sentiment en métropole? Comme l'a dit Raymond Aron, avec soulagement, Dien Bien Phu a aidé la France à se sortir du guêpier indo-chinois. Merci. Oui, c'était Didier Béoutis qui venait de prendre la parole. On m'a demandé de rappeler, secrétaire départemental de l'UNC Paris. Voilà. Maintenant, c'était un immense honneur pour moi, mais aussi une très grande joie, puisque j'ai eu l'honneur de servir sous son commandement pendant 4 années aux Invalides. Je vous remercie infiniment, mon général, d'avoir répondu à l'invitation. Je vous remercie aussi pour votre fidélité. Et je vous demande d'accueillir le général d'armée Bruno Darry, qu'on ne présente plus, mais je vais quand même dire très rapidement, président de la Saint-Cyrienne, très prestigieuse Saint-Cyrienne, ancien président du comité à la flamme sur l'Arc de Triomphe, gouverneur militaire de Paris, général commandant la Légion étrangère. J'arrête. Bon, ouais. Merci, mon général. Sinon, on va croire que c'est un éloge funèbre. Alors,
c'est que c'est toujours dangereux de donner la parole à un général parce qu'après, il va commencer à raconter ses campagnes. Et donc, mais là, avec Dien Bien Phu, vous ne risquez rien parce qu'au moment des faits, j'avais 18 mois ou à peine. Donc, je ne raconterai pas mes campagnes. Et non, je vais simplement, avec un peu de recul, Dien Bien Phu, c'est l'histoire de la France après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que Napoléon demandait, avant de nommer quelqu'un général, est-ce qu'il a de la chance? Bon, ben, si on extrapole cette question de Napoléon à un pays, la France n'a pas eu de chance, mais elle avait tous les vents contraires. Elle avait les vents contraires parce que la guerre commence en 1946, c'est-à-dire un an après la libération. La France sort de 4 ans d'occupation. Donc, dans l'opinion publique et dans les gouvernements qui se succèdent, il y a d'autres priorités que l'Indochine, qui était située à l'autre bout du monde. Donc, la priorité de la France était de se reconstruire, les fameuses 30 glorieuses qui suivront. Donc, la France a d'autres priorités. L'Indochine est à l'autre bout du monde, et au sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire que les Français voient la réalité quotidienne, travailler, manger, nourrir, élever les enfants, etc., reconstruire le pays. Et donc, un pays qui a à l'autre bout du monde, à 15 000 kilomètres, ce n'est pas sa priorité. En plus, l'environnement géopolitique n'est pas porteur. La géopolitique locale. Quand se commence la guerre en 1946, ça va encore. Et puis, la révolution chinoise a lieu. Et brusquement, la Chine devient non seulement la base arrière du Viet Cong, mais devient également un appui important. D'où la défaite de la RC4. Après, la Chine va faire effort sur la Corée. Et puis, à la fin de la guerre de Corée, eh bien, elle reviendra à soutenir. Et là, ça sera Dien Bien Phu. Donc, on ne peut pas faire la guerre à 18 000 km contre un pays comme la Chine. La seule force, et vous l'avez souligné, la seule force de la France, ce sont ses soldats. La fraternité d'armes, alors soit ses chefs, soit ses soldats. Ses chefs, je vais rendre hommage quand même au général Delattre, parce que les 2 ans où il a été présent, la France a relevé la tête. Mais tout le monde n'est pas de là, tout le monde n'a pas la vue stratégique, tactique, politique, et sur le long terme de Delattre, qui a très bien vu, je crois que c'est lui qui a dit « Jamais la France n'a mené un combat aussi généreux ». Il avait bien compris ça, mais il avait très bien compris qu'on ne pourrait pas tenir dans le temps. Donc c'est lui qui a, alors je ne sais pas quel est le terme exact, qui a jaunifié le contingent français. Vous avez évoqué le commandant de Saint-Marc lors de son 2e séjour en Indochine. Il commandait la 2e SIPL, compagnie indochinoise parachutiste de la Légion étrangère, sur les ordres du commandant Rafali, qui était constitué officiers français, sous-officiers à titre étranger, et tous les hommes de troupes étaient indochinois. Donc il a fait ça à marche forcée. Malheureusement, encore pas de chance pour la France, Delattre d'abord a perdu son fils, c'était comme un coup au cœur, et puis il est mort plus tôt que prévu. Et ceux qui lui ont succédé, avec tout le respect que je leur dois, tout le monde n'a pas l'envergure de Delattre. Mais si nous sommes... Alors, c'est vrai que c'est toujours dommage de voir une histoire comme ça, avec autant de morts qui se terminent par une défaite, mais je voudrais quand même rendre hommage aux soldats français, à tous les soldats français qui viennent d'Afrique du Nord ou du territoire national, parce que si nous avons tenu si longtemps, c'est par leur courage. Et je terminerai par une photo. J'avais été servi une fois dans un éditorial de Képi Blanc, une photo que je trouve magnifique et qui est très sobre, où on voit un sous-officier demander faire l'appel des volontaires pour aller sauter à Dien Bien Phu. La photo doit être d'avril 1954, et on voit 7 ou 8 soldats qui lèvent le bras et qui baissent la tête en même temps par pudeur. Ils savent qu'ils font la bêtise de leur vie, parce qu'il n'y avait aucune chance de s'en sortir, mais ils ne peuvent pas laisser leurs camarades de combat seuls dans la cuvette. Et donc, ils se portent volontaires. Et je crois que c'est ça qui a fait la force de la France, c'est la fraternité d'armes de ces soldats. Je vous remercie. Historien, chercheur, réalisateur, anthropologue, encore une fois, pas assez de mots pour définir la richesse de M. Éric Deroux,
qui nous a fait également l'honneur de bien vouloir répondre présent aujourd'hui. Grand collectionneur et une bibliographie cinématographique et également quelqu'un extrêmement fidèle. Merci Monsieur Deroux d'être présent aujourd'hui. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Je serai extraordinairement bref parce que le colloque est plus important que ma prise de parole. Ce qui me fascine aujourd'hui, c'est que nous sommes au carrefour de 4 événements pratiquement, que vous incarnez tous. L'histoire, la mémoire, le souvenir et le sacrifice. On voit bien que depuis quelques années, on mélange allègrement histoire et mémoire. Pour moi, qui suis comme historien, l'histoire, c'est partir du passé et remonter chronologiquement vers aujourd'hui. La mémoire, c'est l'inverse. On part du jour d'aujourd'hui et on va en arrière. Et ce n'est pas du tout les mêmes démarches. Et très souvent, elles sont confuses. Et je trouve qu'à travers un colloque comme celui que vous faites aujourd'hui, vous n'êtes pas dans cette erreur-là. Je vois à travers les intervenants, il y a des interventions qui sont sur l'histoire, des interventions qui sont sur la mémoire, d'autres avec les collectionneurs sur le souvenir. Et par ailleurs, le sacrifice est sans arrêt en arrière-plan. Et je trouve ça très intéressant que vous ayez su garder ces distances entre histoire, mémoire et souvenir. Ce sont 3 choses différentes au nom desquelles aujourd'hui on entend beaucoup de choses, la repentance, la victimisation. Non, vous ne le faites pas. La victimisation, ici, elle n'a pas sa place. On est dans l'histoire, dans la mémoire, dans l'évocation à travers des objets du souvenir, c'est très cher à mon cœur de collectionneur, et également dans quelque chose de très important dont a parlé le général Darry, dont nous parlions tout à l'heure ensemble, qu'il ne faut pas oublier, qui est cette idée de sacrifice. Comment se fait-il que l'armée française cultive les défaites? Cameron, Sidi Ibrahim, Bazeilles et aujourd'hui Dien Bien Phu qui devient un peu la fête emblématique des troupes aéroportées, pas seulement. Eh bien, je crois que c'est très important d'y réfléchir parce qu'on est au cœur du sujet contemporain. Sous la Troisième République, la République laïcise à marche forcée le sacrifice héroïque du martyr chrétien. Le soldat républicain devient le martyr laïque. Et c'est très important parce que c'est à ce moment-là que se créent les musées du souvenir. C'est à ce moment-là qu'on commence à ramasser des reliques. La main du capitaine d'Anjou à Cameron, c'est extrêmement important. Et on voit bien qu'aujourd'hui, à Dien Bien Phu, dans les musées, il y a un casque, il y a un fragment. Et je crois que se croisent là ce dont je vous parlais, l'histoire, la mémoire, le souvenir et le culte du sacrifice, qui est une chose qui est extrêmement importante. Et je trouve que les organisateurs ont su parfaitement mettre en avant ces différentes notions et je les en remercie. Bon colloque. Nous arrivons doucement au terme de... Ce n'est pas fini de notre journée, mais avant, j'aimerais non pas aborder 3 points. Président, vous m'avez fait la remarque la fois passée, n'ayant pas fait l'ENA, je n'aurai que 2 points. Le premier, une confidence personnelle. Thierry Batman a fait une petite allusion tout à l'heure qui m'a touché. Parce que tu as dit, mon cher Thierry, qu'on a tous dans nos rangs quelque part quelqu'un qui a finalement dans sa famille, pas forcément... ne le sachant peut-être pas toujours, quelqu'un qui a participé à cette bataille. Et que donc tu avais eu des confidences, de courriers, de gens qui t'avaient dit oui, je suis ému par. J'ai appris il y a 2 semaines avant l'organisation même de ce colloque, qu'on avait déjà très sérieusement initié, que le fameux soldat inconnu qui a fait la une de Paris Match, en fait, c'est un de mes aïeux. Et j'ai appris ça il y a 2 semaines. Donc ça a pris une dimension un peu humaine. C'est un petit peu personnel, mais je voulais le partager avec vous parce que ça m'a ému. Deuxième point, je voudrais ouvrir une porte pour les personnes qui sont intéressées par cette thématique du jour, à en croire le nombre de personnes aujourd'hui présentes. Je voudrais donc cordialement vous inviter, celles et ceux qui seraient intéressés pour continuer sur cette thématique, à un colloque sur la même thématique qui est organisé par le général adjoint, le général Chigot du CEMSTER. Le CEMSTER, c'est le Centre de l'enseignement militaire supérieur Terre, et qui se déroulera ici même le 14 décembre. Donc les personnes qui seraient intéressées... Alors, pourquoi on n'a pas fait un seul colloque? C'est parce qu'en fait, on ne se connaissait pas. On s'est croisés, puis il m'a dit, il m'a invité très gentiment à déjeuner la semaine passée, je vous fais quelques confidences, et il m'a dit, si vous pouvez en dire un mot, c'est la même thématique, simplement, ils ciblent un petit peu plus. Nous, on s'adressait un petit peu à tout le monde. Eux, ils s'adressent à une cible un petit peu plus jeune. Je dirais, ils axent particulièrement sur la population plus jeune. Donc, c'est une complémentarité à notre activité du jour. Je tenais à partager ce point avec vous. À cet effet, pour les personnes qui seraient intéressées, je vais laisser un petit tas de cartes de visite, de mes cartes de visite. Et ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à la prendre
et à m'envoyer une porteuse. Je vous répondrai et vous mettrez en contact avec l'organisme concerné. Ça se passera ici. Voilà, j'en ai terminé et maintenant je cède très respectueusement la parole à notre président, président Longuet, général Longuet. Je voulais d'abord vous dire à quel point je suis sensible à l'honneur que vous me faites de clôturer ce colloque. Je voudrais remercier chaleureusement les organisateurs, le Souvenir français et l'UNC, et tous les intervenants pour la qualité de leurs interventions, qui ont contribué à la richesse et à la densité de cet événement. Alors, le Longuet que vous allez entendre n'a pas le brio et l'éloquence du ministre, et je m'en excuse, c'est un Longuet de 2e division. Mais monsieur le ministre, oui, mais sans flagornerie aucune, je voudrais vous dire à quel point le monde militaire a apprécié votre passage au ministère de la Défense, parce que vous étiez un homme et un ministre engagé qui connaissait la culture militaire, qui maîtrisait parfaitement son sujet et qui aimait les hommes. Et je crois que c'est important parce que dans le monde militaire, nous fonctionnons à l'affectif, monsieur le ministre, et nous y avons été très sensibles. Merci donc. Alors, dans le camp retranché de Bien Bien Phu, le 1er mai, certains y croient encore. En revanche, à Hanoï, on considère que la chute est irréversible. Le 6 mai, les Viettes attaquent partout, ça a été dit. Le général de Castres est sans illusion. Le camp est au bord de l'asphyxie. Et de Castres décide de cesser le feu vers 17h, mais sans arborer le drapeau blanc. Les combattants de Dien Bien Phu neutralisent leur armement, sabotent le matériel et détruisent leur stock. Ce 7 mai, à 17h30, après 56 heures de combat acharné et héroïque, c'est le silence sur le site de Dien Bien Phu. Un désastre, une catastrophe, un choc, un long supplice, un immense échec. Les mots et les qualificatifs viennent à manquer lorsqu'il s'agit d'évoquer la bataille et la défaite française de Dien Bien Phu en 1954. Quand on détruit ses armes, qu'on n'a plus rien pour tirer, qu'on est dans son trou et qu'on entend les Viettes arriver, je vous promets qu'il y a de la honte, de la rage, du dégoût et le sentiment que quand même on a été abandonné. Pierre Schoendorfer. C'est un cri du cœur qui vient vraiment des tripes, si vous me pardonnez l'expression. Le général Navarre, puisqu'il avait perdu, assume le poids de la défaite et d'une certaine façon, tout le monde se décharge sur le perdant. Cependant, la décision de combattre à Dien Bien Phu fut un choix tactique plausible ab initio. Un choix qui s'appuyait finalement sur un écheveau complexe de relations internationales et internationales imbriquées, auxquelles tout le monde participa, mais aussi de contradictions qui se révélèrent au final insurmontables au plan théorique. Et cette affaire confirme la fameuse théorie de Clausewitz des centres de gravité. Pouvait-on gagner ? L'accumulation d'erreurs tactiques et stratégiques ont conduit inéluctablement à l'échec face à des Vietnamiens qui, eux, disposaient de l'unité tactique et stratégique, un but politique, un but stratégique, un schéma tactique et les moyens pour parvenir au fameux, ce qu'on appelle aujourd'hui EFR, état final recherché qui est le mantra d'une planification politico-militaire. Navarre reconnaîtra plus tard que la conférence de Genève avait changé la nature de la bataille, mais sur le moment, il n'en tira aucune solution concrète. De leur côté, Giap et Ho Chi Minh agiront sur les 4 centres de gravité, c'est-à-dire les 4 points faibles de l'adversaire. Au niveau international, la faiblesse de la position française. Au niveau national, l'indifférence, puis l'hostilité de l'opinion publique. Au niveau stratégique, accepter la bataille proposée par les Français. Et au niveau tactique, paralyser l'aérodrome. Je crois que tout est dit. Mais aujourd'hui, et plus que tout, c'est aux combattants et à leur souffrance qu'il faut rendre hommage. Souffrance car ces soldats étaient partagés entre une France qui leur demandait de se battre en Indochine et une France qui ne voulait pas entendre parler d'eux. Et pourtant, malgré des combats, des épreuves,
Beaucoup d'entre eux conservent la nostalgie d'un pays fascinant qu'ils ont aimé. J'en cite certains. Une affaire d'amour. Ce n'était pas notre pays, mais on l'aimait. Nous n'avions pas le sentiment d'être désoccupés et nous éprouvions souvent une amitié partagée avec nombre de Vietnamiens. Ce sont des témoignages. Ces hommes ont servi, dans l'acception noble du terme « servir ». Ils ont payé globalement à leur tribu 55 800 tués, dont 29 000 métropolitains. Et à Dien Bien Phu, les chiffres ont été rappelés, près de 2300 morts, 1600 portés disparus, un peu plus de 10 000 prisonniers du Viet Minh, dont 3300 reviendront vivants. Mais vous avez les photos. Dans quel état en septembre 1954? Alors, pour conclure, souvenons-nous de ce que disait Clémenceau. Ces Français que nous dûmes jeter dans la bataille, ils ont des droits sur nous. Droit à la reconnaissance, droit à la réparation, droit au devoir de mémoire. Nous nous devons de perpétuer et honorer leur mémoire, leur sacrifice. Nous sommes là pour que la France ne cède pas au déshonneur de l'oubli au motif de l'occultation facile d'un passé dit colonial. Nous devons et nous serons les vigies, les sentinelles intraitables et déterminées du respect et de la pérennité de leur mémoire. Pour conclure tout simplement, respect à ces hommes, nous ne les oublierons jamais. Merci de votre attention. Bien, nous voilà au terme de notre colloque. Merci au président national de l'UNC pour cette intervention conclusive. Maintenant, nous arrivons au terme, comme je le disais, de notre colloque. Merci aux personnalités. Merci, Monsieur le Ministre, de votre présence. Merci à vous toutes et tous qui êtes venus. Et bien sûr, merci, infiniment merci aux intervenants. Nous avons entendu des témoignages, des interventions particulièrement fortes qui resteront. D'ailleurs, les actes de ce colloque seront publiés. Et maintenant, avant de laisser la parole à mon ami Thierry du Souvenir français, nous terminerons par une photo avec les intervenants, avec les porte-drapeaux, bien évidemment. Donc, comme on l'a fait ce matin, mais tout le monde n'était pas là ce matin. Et puis, nous terminerons, bien évidemment, comme il se doit, par la Marseillaise. Et enfin, nous poursuivrons, pour celles et ceux qui peuvent, notre témoignage à l'Arc de Triomphe, pour le ravivage de la flamme, avec, bien sûr, une pensée particulière pour les combattants morts en Indochine et particulièrement à Dien Bien Phu. Merci. Donc je ne parlerai pas plus longtemps, simplement pour vous remercier une fois de plus pour votre présence, ce qui prouve quand même que ces événements, aussi oubliés soient-ils, autant négligés soient-ils par les livres d'histoire, par les médias et autres, ce sont quand même des événements qui vous touchent, qui vous importent. Vous nous faites l'honneur d'être ici. Vous faites l'honneur d'être ici aussi à la mémoire de toutes les personnes qui ont laissé leur vie, leur santé, leurs attaches dans cette terre d'Indochine. En leur nom, je vous remercie pour votre présence et vous dis à l'année prochaine pour un autre colloque. Pour l'ensemble à mon commandement, garde-vous!
drapeau, repos.